Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui je viens vous raconter une histoire extraordinaire. Si vous êtes claustrophobe, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Je le dis tout en étant conscient que c'est souvent ce genre d'avertissement qui fait redoubler l'intérêt justement pour la vidéo. L'humain est tendu, c'est comme ça. Mais je vous le dis, ne regardez pas. Alors, vous savez, ça se passe en Utah en 2009. Il y a un groupe de jeunes qui vont explorer, on est en novembre, c'est le Thanksgiving en fait. Et ça crée, durant cette semaine, ça crée un long week-end. Vous savez, aux États-Unis, beaucoup de gens ont peu ou pas de vacances durant l'année. Alors les week-ends, les Américains adorent sortir, et en général pour faire du tourisme local. Donc, ce groupe de jeunes, de la famille Jones, partent pour explorer une grotte. C'est une grotte qu'ils connaissent bien. Quand ils étaient petits, ils y allaient avec leurs parents. Et en général, les gens, je ne sais pas pour vous, mais en général, les gens sont toujours très, très confiants quand ils vont dans des endroits qu'ils connaissent depuis leur enfance, même si ces endroits sont dangereux. Et cette grotte est dangereuse. Il y a eu beaucoup d'accidents. Jamais eu de mort, mais beaucoup de gens sont restés bloqués. Et puis, il a fallu les secourir, parfois au bout de quelques heures d'efforts, de spéléologie et tout ça. Et à plusieurs reprises, elle avait été fermée, elle avait été condamnée par les autorités. Mais en 2009, elle avait été ouverte discrètement, sans publicité, alors qu'elle avait été fermée pendant les années précédentes suite à une succession rapide d'accidents. Alors, ces jeunes de la famille Jones décident d'aller découvrir la grotte. Alors la grotte, l'entrée n'a rien d'impressionnant. Il y a une sorte de désert, et puis une crevasse, 2 mètres de large à peu près. Et puis, à partir de là, au fond de cette crevasse, 5-6 mètres de profondeur, il y a un boyau. Avant le boyau, il y a une planche, un stylo, une petite carte. Les gens signent leur nom, qui rentrent. Et puis, il faut se coucher et puis s'insinuer dans le boyau. Alors, au bout d'un moment, après avoir passé ce boyau, on arrive dans une chambre, une première chambre. Et cette chambre communique avec beaucoup d'autres chambres, toujours par des boyaux étroits. Par contre, et c'est pour ça que cette grotte était considérée comme sûre, malgré les accidents qui sont arrivés, parce que les autres boyaux sont toujours plus larges que le boyau de l'entrée. Ça signifie qu'on suppose que si une personne a un gabarit qui lui permet de rentrer dans ce dédale de grotte, on imagine que s'il passe l'entrée, c'est qu'il ne sera pas bloqué plus loin. Nous parlons ici de la partie cartographiée de la grotte, bien sûr, mais il y a toujours une partie inconnue. Et un des jeunes hommes de la famille Jones, le gars à 21 ans, marié avec enfant, ce qui n'est pas étonnant du tout en Utah. Ils se marient très jeunes, ils font des enfants très jeunes. Et en fait, il laisse les autres, il laisse le groupe, et il décide d'aller explorer une zone encore plus étroite, inconnue, non cartographiée de la grotte. Enfin, il y a une petite carte au stylo qui indique cet endroit et qu'il appelle le canal de naissance. Le canal de naissance, c'est en obstétrique la filière pelvigénitale. En fait, c'est ce passage que doit traverser le bébé quand il va de l'utérus à dehors, durant l'accouchement. Ça vous donne une idée, en fait, de l'étroitesse des tunnels dont nous parlons. Alors, cet homme, qui connaît plus ou moins la grotte, y allait quand il était enfant, mais là, il n'est pas enfant. Là, il fait 1m83, 90 kg, je veux dire, c'est pas un gabarit de spéléo. Alors, il fait quoi? Il se couche, il y a une entrée extrêmement étroite, et il se pousse dedans. Alors, il se pousse dedans, et il peut pas, bien sûr, il peut pas bouger ses bras, il peut pas mobiliser ses bras. Il a le bras gauche le long du corps, le bras droit devant lui, et il est complètement enchâssé dans la terre. La terre l'entoure complètement, de la pierre plutôt. C'est une sorte de pierre couverte d'une couche visqueuse de calcaire compacté en fait. Alors, il peut bouger que les pieds, il peut se pousser qu'avec la pointe des pieds. Et il commence à avancer d'une manière inexplicable. Il veut aller, il veut découvrir quelque chose. Alors, là, on fait une petite pause pour parler d'anatomie un petit peu. Vous savez, le corps humain, il a des muscles, grosso modo, fléchisseurs et des muscles extenseurs. Alors, par exemple, si on utilise des muscles fléchisseurs, ils sont très puissants. Je peux serrer très fort sur ma main, je peux laisser la trace. Je peux attraper quelqu'un avec beaucoup de force. Ça, c'est quand on utilise des muscles fléchisseurs.
Quand on utilise des muscles extenseurs, généralement, ils sont extrêmement faibles. Les extenseurs ne sont pas très puissants. Pourquoi? Parce que la main est un outil de la vision de la nature. La main est un outil. Le fléchissement correspond à l'utilisation de l'outil, alors que l'extension correspond juste à le remettre au neutre en vue d'un autre fléchissement. Donc, ça marche pour énormément de muscles du corps humain. Dans le bras, par exemple, vous avez la pronation qui est beaucoup plus forte que la supination en termes de mouvement, parce que ce n'est pas les mêmes muscles qui opèrent, bien sûr. Au niveau des jambes, vous pouvez vous mettre debout sur la pointe des pieds. Vous êtes en train d'utiliser des extenseurs qui sont dans ce qu'on appelle le mollet, c'est l'extenseur profond de l'hallux et d'autres. L'hallux étant le gros doigt du pied. Alors, l'orteil plutôt. Ouais, on dit l'hallux, c'est tout. Un orteil, oui, c'est un orteil. Alors, le truc, c'est que si vous voulez étendre, donc faire une extension, vous poussez avec les pieds, hein, c'est pas avec les pointes des pieds, vous avez une super grande force. Maintenant, quand vous tirez les pieds vers vous, hein, quand vous les repliez de l'autre côté, n'est-ce pas, quand vous les repliez dorsalement, vous allez remarquer que vous avez très peu de force. Ça veut dire quoi en pratique? Pourquoi toute cette histoire? C'est que ce monsieur, quand il se pousse sur la pointe des pieds pour avancer, il arrive à pousser son corps dans le tunnel. Mais il ne peut pas ramper en marche arrière. D'accord? On ne peut pas ramper en marche arrière. Essayez sur votre lit, sur votre tapis, vous allez constater tout de suite de quoi je parle. D'accord? Étendre les pieds, vous avez beaucoup de puissance, vous avancez. Aller dans l'autre sens, c'est une autre histoire. Alors, il est comme ça. Donc, il se pousse, il n'a pas le choix vraiment. Si ses bras étaient devant lui, il aurait pu les utiliser pour reculer. Mais il ne peut pas. Il a un bras sous le corps. Alors, continue à avancer dans l'espoir de trouver quoi? De trouver soit un élargissement, soit avoir une chambre qui lui permette de se retourner, de faire demi-tour et revenir sur son chemin. Mais en attendant, il n'a pas le choix. En attendant, il est obligé de continuer tout droit. Alors, il continue tout droit. Et là, ça devient de plus en plus étroit. Et il arrive à un passage. Mes amis, j'ai pas une feuille à 4 ici. Le passage devient étroit jusqu'à arriver à 22 cm. Alors, pour vous situer, une feuille DIN A4, d'après le standard, fait 21 cm de large et 29,7 cm de long. Donc, vous prenez une feuille A4, vous la mettez sur la partie, pas de la longueur, la largeur, et vous rachetez 1 cm. Et vous avez à peu près l'étroitesse du boyau dans lequel il se trouve. Et il décide de faire quoi? Il décide de continuer à avancer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comment il va avancer? Comment un bonhomme de cette taille-là peut passer à travers un espace de 22 cm? Il fait un truc. Sa cage thoracique, vous savez, la cage thoracique est constituée de côtes, n'est-ce pas? Il y a une douzaine de paires de côtes qui descendent, qui collent au sternum en partie, n'est-ce pas? Elles viennent du dos, elles font le tour comme ça. La première est très haute, hein. La première, elle est pratiquement derrière la clavicule, là. Et le poumon remonte très haut, il remonte jusqu'ici, en fait. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vide ses poumons, il va souffler. Il souffle jusqu'à vider ses poumons complètement. Il fait une expiration forcée. Et à ce moment-là, sa cage thoracique se réduit en volume. Si vous regardez la cage thoracique sur un squelette, elle est comment? Elle est comme un V. Elle est étroite ici et elle s'élargit vers le bas. C'est comme une flèche comme ça. Et donc, en expirant, il arrive à écraser sa cage thoracique et il se glisse sur ce passage de 22 cm. Quand il arrive de l'autre côté, il tente d'inspirer, sa cage thoracique touche la pierre. Il n'a plus autant d'espace qu'il en avait avant. Mais il ne peut plus revenir en arrière. C'est pas possible de revenir en arrière. Parce que sa cage thoracique, une fois qu'elle reprend sa position d'avant, il ne peut plus reculer. Parce qu'il a le ventre serré et il a les côtes qui rient contre la pierre. C'est fini à ce moment-là. D'accord? C'est le même phénomène que l'hameçon. D'accord? C'est une sorte de triangle qui rentre de manière forcée, mais il ne peut pas revenir en arrière. Il fait quoi, le monsieur? Là, il commence à paniquer. Il commence à sentir la claustrophobie. La pierre l'enchasse. Il est complètement paniqué, mais il n'arrive même plus à ouvrir ses poumons jusqu'à avoir assez d'espace pour respirer. Il décide de faire quoi? La seule option qu'il avait sur l'instant, pensait-il, c'était d'avancer. Donc, il continue à avancer. Il fait encore quelques mètres. Et il y a quoi? Un passage vertical. Il y a une sorte de puits qui descend verticalement. Et là, il décide de jouer quitte ou double. Il se dit, espace, il veut de l'espace, il veut respirer, il veut peut-être trouver une chambre, peut-être quelque chose. La tête en avant, il plonge dans le puits. Et là, une fois qu'il arrive au fond du puits, il réalise que c'est un cul-de-sac. C'est terminé, c'est une impasse. Et donc il est
verticalement, pratiquement vertical, 80 degrés, juste pour vous situer. C'est pratiquement comme une verticalité. Dans le tuyau, dans le boyau, un bras en avant, un bras toujours coincé le long du corps, dans le noir total, les pieds en avant. Il était rentré là-dedans avec juste une lampe de tête, d'accord, qui lui permet d'avoir un cercle de lumière comme ça. Alors bien sûr, pendant ce temps-là, les autres membres de sa famille, son frère en particulier, sont en train de le chercher. Il commence à crier, son frère suit les cris qui résonnent dans la grotte. Il arrive à l'entrée de ce boyau et il ne comprend pas comment son frère a pu passer par là, mais bon, il l'entend crier de l'autre côté. Donc, c'est des Mormons, ils commencent à prier ensemble, tout ça. Il lui dit, écoute, je vais sortir, je vais appeler le secours. Il sort de la grotte, il appelle les secours. Les secours, ils connaissent l'endroit, il suffit qu'ils leur disent le nom de la grotte, et bon, ils ont compris, quoi. Alors, ils déclenchent un dispositif de secours. D'habitude, les gars viennent à 10, 12. Là, ils sont 20 au début, puis après, il y en a 150 qui sont déclenchés. Ça signifie pratiquement tous les gens qui font de la spéléo dans tout l'État sont là. Ils arrivent. Médecins, flics, pompiers, des gens avec des machines de creusement, des gens ramènent de l'huile, ramènent de liquide vaisselle, quelqu'un ramène même de la dynamite. Il y a même un gars qui arrive avec un van de dynamite, quelqu'un qui veut aider, quoi. Je foutais la dynamite, faites tout sauter. Des machines de creusement, mais comment tu vas faire rentrer des machines de creusement à cet endroit-là? Enfin, beaucoup de monde qui arrive, et il y a une nana qui fait 1m60, qui était très connue dans le milieu de la spéléo. Elle décide d'aller le voir. Donc, elle se glisse dans ce boyau-là. Elle est attachée, elle a des cordes aux pieds. Elle se glisse dans ce boyau. Et quand elle arrive à son niveau, elle est complètement choquée. Elle ne comprend pas comment ce type a pu rentrer là-dedans. Parce qu'elle voit quoi? Elle voit une grosse paire de chaussures qui semble remplir pratiquement tout l'espace. Et le corps du gars qui s'enfonce à l'intérieur. Elle lui parle, elle entame le dialogue. Il lui parle, il pleure, il a l'air paniqué. Il veut juste sortir de là, ce qu'on comprend. Alors, ce qu'elle fait, elle enlève ses chaussures, elle coupe, elle prend une paire de ciseaux, elle commence à lui couper le pantalon, n'est-ce pas, pour libérer donc ses pieds et voir un peu plus clair. Et puis, voilà, elle blague avec lui, tu vas voir, tu auras des histoires à raconter à ton épouse, à ta famille, tu leur diras qu'une femme t'arrête à couper ton pantalon au ciseau, tout ça, des trucs drôles comme ça, elle essaie d'alléger, mais elle est un petit peu inquiète. Elle sort, elle explique la situation, et ça semble assez mal barré. Alors, à la surface, il y a un médecin qui débarque. Et le médecin leur explique quoi? Il leur explique un truc anatomique absolument extraordinaire. C'est que l'humain ne peut pas vivre très longtemps la tête en bas. C'est-à-dire que nous sommes faits pour vivre à la verticalité, dans l'horizontalité, ça va encore. Mais la tête en bas, les pieds en haut, un humain, ses heures sont comptées. Pourquoi? Parce que il y a le problème évident du sang qui descend à la tête, qui va descendre à la tête. Il n'y a pas un système de clapet comme dans les pieds qui lui permet de ne pas descendre à la tête ou d'aller de l'autre côté. C'est pas possible. Donc avec le temps, de plus en plus de sang va commencer à descendre. Et puis le cœur aura du mal à pomper tout ce sang-là. Mais c'est même pas le premier problème en réalité. Le premier problème qui va survenir, c'est que vous savez, le tronc de l'humain est divisé en deux parties, grosso modo. Il est divisé par, il y a la partie là, la partie haute, où il y a les poumons, il y a le cœur et tout ça. Et il y a la partie, là où il y a le ventre, c'est là où il y a les intestins, l'estomac, le foie et tout ça, et l'installation. Il y a entre deux un muscle qu'on appelle le diaphragme. Ce diaphragme a des insertions tout le long des côtes, dans la colonne vertébrale et tout ça. Il a des trous, il a des passages pour permettre le passage d'un certain nombre de tubes, comme une veine, grosse veine qui remonte du foie, l'œsophage, quelques petits nerfs, tout ça, enfin, l'installation classique. Si tu renverses l'humain, la partie digestive, donc les intestins et tout ça, qui est assez lourde, va venir tomber sur le diaphragme et elle va écraser les poumons. Voilà le premier problème. De sorte que la respiration va devenir laborieuse avec le temps. Plus la personne continuera, plus elle devra faire des efforts énormes pour respirer jusqu'au moment où ses muscles fatiguent et jusqu'au moment où l'air qui arrive par la respiration n'apportera plus assez d'énergie pour pouvoir compenser l'énergie dépensée pour cet effort de respiration. Donc un humain placé à la verticale, la tête en bas, certains disent 10 heures, 20 heures, voilà, il n'y a pas d'études, on ne va pas accrocher les gens à la verticale pour voir combien de temps ils tiennent.
mais on parle de 10 à 20 heures au maximum. D'accord. Ce qui fait qu'il y a une pression temporelle maintenant. Alors, creuser, tout ça, c'est un truc qui peut prendre une semaine facile. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide d'élargir l'entrée avec un marteau-piqueur. D'accord? Parce que la nana qui est rentrée là en premier, elle l'a décrite comme ayant le diamètre d'une entrée de machine à laver. Okay? C'est un boyau qui commence, qui a le diamètre à peu près, le diamètre perceptible d'une entrée de machine à laver. C'est par là que le gars s'est glissé. Elle lui met une corde, elle attache une corde à ses pieds, elle arrive jusqu'à ses pieds, elle attache une corde. Bon, tirer comment? Parce que le mec est dans une position telle que s'il tire, ils peuvent lui casser les jambes. Surtout qu'on ne peut pas sortir un gars en tirant perpendiculairement. Le gars est à la verticale dans un boyau. Si tu attaches une corde là et tu tires, il va se passer quoi? Il ne va pas remonter. Non, il ne va pas remonter, tu vas juste lui casser les jambes. Non, c'est le problème qu'ils ont. Et ils décident quand même de tenter. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils attachent la corde, ils placent un piton dans la pierre, un piton d'alpinisme, et puis il y a un anneau dessus. Ils passent la corde là-dedans sur une poulie, et puis ils décident de tirer. Problème, ils commencent à tirer lentement, et à un moment donné, le piton s'arrache. Parce que les pitons sont faits pour travailler comment? Ils ne sont pas faits pour travailler. Tu plantes un piton comme ça, tu mets une corde dessus, tu tires, il se passe quoi? Ben, il va venir le piton. Les pitons sont faits pour travailler comme ça, perpendiculairement. Tu le fais rentrer dans la pierre, tu mets une corde, tu tires perpendiculairement au piton. C'est comme les clous. Les clous ne sont pas faits pour travailler dans l'axe du clou. C'est fait pour travailler en cisaillement. D'accord? Et il tire, bon, ben voilà, le piton saute. C'est tout. La terre n'est pas assez solide, elle est très dure pour être creusée, mais elle n'est pas assez solide pour permettre l'installation d'un piton. Et là, les heures passent. Le gars, il lui a installé, il y a quelqu'un qui a réussi à trouver une veine, lui a installé une intraveineuse, n'est-ce pas? Il lui a posé un cathéter, lui a installé une intraveineuse, il lui envoie du liquide, il lui envoie même des calmants, mais il lui passe une sorte de téléphone, un système de communication pour garder le moral, tout ça. Mais au fur et à mesure, il commence un petit peu à délirer. Il commence à les accuser de l'avoir mis là, il commence à partir dans l'inconscience, à dire des mots sans suite, délire, sans qu'il remonte dans la tête, en fait. Et puis au bout d'un moment, ils s'arrêtent de répondre et ils attendent. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, son cœur bat bizarrement et tout ça, parce qu'ils ont des électrodes au pied qui permettent de voir un petit peu ce que fait son cœur. Puis au bout d'un moment, c'est l'électrocardiogramme. Là, voilà. Il est mort dans cette position-là. Il a tenu, je crois, 24 heures ou 26 heures. Enfin, toujours est-il que voilà, il est mort. Mais ils ne pouvaient plus le sortir, même mort. Mort ou vivant, c'est exactement la même équation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont parlé à sa famille, et puis ils ont décidé de fermer l'entrée de la grotte. Et en fait, la grotte a été condamnée définitivement. Ça signifie, ils ont placé une pierre tombale à l'entrée de la grotte, ils ont ramené des toupies de béton, et ils ont condamné l'entrée du béton. Et l'entrée de la grotte avec du béton. Eh bien, son corps est resté là pour l'éternité. Voilà, quoi. Voilà, c'est la première histoire de ce livre que je vous montre. Donc, c'est des histoires extraordinaires que j'avais eu envie d'écrire. Il est disponible sur Amazon en Kindle ou en format papier. C'est la première fois que j'écris un livre pareil. C'est la dernière aussi, parce que c'est un livre extrêmement... Il n'y a pas d'happy end, il y a beaucoup d'histoires, des histoires assez stressantes, assez angoissantes, peut-être... Parfois, pas une histoire, mais peut-être prise dans leur succession. C'est pas un livre que je vous recommande de lire en une seule nuit, parce que il y en a beaucoup trop pour ça, en termes d'histoire, en réalité. Certains sont légères, mais même celles qui sont légères sont peut-être pas si légères que ça. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter ce livre. Je vous ai raconté une histoire, c'est le premier chapitre de ce livre. Il y en a d'autres. Et puis voilà, quoi. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne nuit, quoi.